Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission de confession sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Ce soir, nous donnons la parole à un enfant issu d'un foyer polygamique. Bien qu'il soit devenu aujourd'hui un chef de famille, il nous racontera son histoire et avec le panel, nous tenterons de comprendre si c'est véritablement possible de vivre harmonieusement dans un foyer dit polygamie. Mais avant de vous présenter le panel, écoutons l'histoire de Valérie. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Reflet d'Afrique Télévision. Vous m'avez raconté que vous êtes issu d'un foyer polygamique. Votre père était polygame. Il avait 2 femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment était votre enfance au quotidien? Oui, bonsoir tout le monde. Je me prénomme d'abord Diele Valérie, mère nageur sauveteur. Issu d'une famille polygame, où mon père avait 2 femmes. La première femme était ma mère, au nom de l'une de Agnès. La deuxième, femme de Joséphine. Et mon papa lui-même s'est prénommé Witom Djegera. Dans mon enfance, je l'ai vécu. On était vraiment ensemble. Au moment où mon papa a pris la deuxième femme, bon, la deuxième femme était plus disponible par rapport à ma maman, qui est ma mère, l'une de Agnès. Bon. Quand vous parlez d'être plus disponible, ça veut dire quoi concrètement? Parce que tout le temps, c'est elle qui était à la maison. La maman était toujours dans ses affaires. D'accord. Et plus son travail aussi le préoccupait beaucoup. Bon, et avec le temps, c'est là où mon papa a dit que c'était mieux qu'il prenne une deuxième femme. D'accord. Bon, on vivait bien. Et ensuite, bon, la deuxième femme a commencé à être intoxiquée par sa famille. D'accord. Où les problèmes ont commencé. De temps à autre, bon, nous étant tout petits, on ne prenait pas ça en cœur parce qu'on essayait déjà de voir, parce qu'on grandissait déjà. Donc on ne prenait pas ça mal. Puisque ça pouvait nous affecter, nous les enfants. Et bien bon, et à présent, comme le papa et la maman n'est plus, c'est cette deuxième femme qui s'occupe de nous jusqu'à présent. Quand vous dites que la deuxième femme de votre papa a été intoxiquée, a commencé à être intoxiquée, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Comment se manifestait justement ce comportement néfaste au sein de la famille? Bon, parfois les prises de bec avec ma maman, il suffisait parfois peut-être que mon père achète une pièce de pain à ma mère et qu'elle fasse un tour. Et la famille de ma deuxième mère, on ne voit pas aussi un joli pain sur elle. Allez, quand elle arrive à la maison, c'est dans la chambre avec papa qui commence à... Oui, pourquoi tu as fait ci, tu ne fais pas ça, moi, et tout. Donc, les petits discours n'est pas très bref, après ça s'arrête. Okay. Est-ce que justement, cette colère se manifestait sur vous, les enfants? Bon, quand ça faisait comme ça pouvait créer un clan où chacun devait prendre sa position. D'accord. Votre maman avait combien d'enfants? Nous étions 7. Et 7 avec votre maman et avec la deuxième femme de papa? 5. D'accord. Et comment se passait le quotidien justement avec vos frères consanguins? On le gérait comme ça. Bon, plus nous aussi, on ne pouvait pas trop mettre le cœur sur les choses des adultes. Bon, entre nous, on se comprenait. Bon, on n'avait pas de problème. D'accord. Donc ça veut dire que les rapports entre les parents n'influençaient pas, n'affectaient pas votre quotidien à la maison avec les enfants? Non, puisque nous, on restait toujours unis. Bon, on maîtrisait dans notre cercle. On ne peut pas amener ça dehors ou bien on gérait ça entre nous comme ça. Est-ce que votre papa n'a pas essayé de ramener pas sa belle famille, la famille de sa deuxième femme, pour essayer de calmer, puisque selon vous dit, les problèmes venaient justement de la famille de la deuxième femme. C'est cette famille justement qui créait le désordre au sein de la famille, de votre famille à vous. Là, en tant que chef de famille, il gérait à son niveau, mais il ne voulait pas montrer qu'il a envie de prendre une partie. Donc il était obligé aussi de faire la même chose à la deuxième femme pour que la famille aussi essaie de regarder pour que les tensions baissent. D'accord. Donc quand papa a commencé à équilibrer le jeu, oui. la famille, la belle famille s'est calmée ou encore il y a eu des problèmes?
On peut dire que ça peut se calmer parce que vous voyez, mais entrer jusqu'à faire une flamme, bon, ce n'était plus possible. Parce qu'il a su au moins se maîtriser la situation. Et aujourd'hui, comment se comporte justement, aujourd'hui que papa n'est plus là et que votre maman n'est plus là, comment justement se comporte la famille de votre deuxième maman, on va l'appeler ainsi, puisque vous dites qu'aujourd'hui, elle est une maman pour vous, elle s'occupe de vous et tout? Oui, elle a été ma mère, elle sera toujours ma mère. Ok, et au niveau des biens, est-ce que vous avez su vous entendre à ce niveau? Bon, au niveau des biens, on n'a pas de problème à ce niveau. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Celui qui se sent capable de pouvoir gérer, il peut le faire. L'administrateur de biens a été applaudi par tout le monde? Non, pas encore, parce qu'on n'a pas encore eu à faire le funérail pour pouvoir décider. Qui est administrateur de biens? On s'entend et on gère ça comme ça. Ok. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté l'histoire de Valérie. À présent, je vous présente le panel. Et on va commencer par le pasteur de ce plateau. Lui, il est là pour la deuxième fois et c'est tout simplement le pasteur Dimély Debonnet. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Leslie et bonsoir à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique. Reflet d'Afrique d'abord. D'accord. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous, notre invitation pour la deuxième fois. C'est un plaisir. D'accord. On va continuer avec une dame, oui. Elle est très célèbre sur les réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo qui a créé véritablement le buzz. Elle a dit, elle assume, hein, chaque fois, à chacune de ses sorties, elle assume, elle assume la polygamie en fait. Pour elle, un homme devrait avoir maxi 5 femmes. Elle, c'est Laurence Nguedia. Laurence, bonsoir. Bonsoir Leslie. Comment tu vas? Téléspectateurs, je vais bien. Et je précise que tu es chef d'entreprise. Ah, ben ouais. Et plusieurs casquettes, informaticien, tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Et tu es pour la polygamie? Ah ben ouais, je suis là pour la polygamie saine. Je suis venue avec le concept polygamie saine. La polygamie saine. Voilà. D'accord. On va, au fil de cette émission, on comprendra ce que c'est que la polygamie saine. On va continuer avec un autre monsieur de ce plateau. Lui, c'est monsieur Ali Sani. Monsieur Ali, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, pas de souci. Ok, je rappelle également que vous êtes également chef d'entreprise. Justement, oui. Et merci d'avoir honoré notre invitation. Ce soir, nous tenterons de comprendre si c'est possible de vivre harmonieusement dans un foyer polygame. Donc, Valérie nous a raconté son histoire et je vais poser la première question à Laurence Nguedia. Quand on parle de la polygamie c'est quoi concrètement? Ben voilà. Merci de m'avoir passé la parole. Oui. Pour moi, la polygamie, c'est le fait pour un homme de prendre plusieurs femmes, d'épouser plusieurs femmes et de pouvoir s'en occuper. Voilà pourquoi je viens avec un nouveau concept, le concept de la polygamie saine, dans laquelle un homme devrait avoir plusieurs femmes, si et seulement si il a les moyens de pouvoir s'occuper de ces femmes. Et sous la condition que ces femmes ne devraient pas habiter dans la même maison. Parce que de nos jours, avec l'éducation que les femmes ont reçue, pour elles vont te dire, ouais, je ne peux pas supporter une polygamie dans laquelle je me réveille le matin, je vois ma co-épouse qui traverse là et non, voilà. Ok, il n'y a pas de souci, je viens avec ce concept, la polygamie saine. Madame a son toit, une autre a son toit et monsieur a lui de vaquer. D'accord. Vous avez écouté l'histoire de Valérie. Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Quelle est votre impression après justement l'histoire que Valérie a vécue? J'ai vraiment apprécié l'histoire de Valérie parce qu'il a été vrai. Il a dit ceci, mon papa a pris une deuxième femme tout simplement parce que ma maman vaquait à ses occupations. Voilà le véritable problème de nos jours, c'est ce que je dénonce. Les femmes sont devenues chefs d'entreprise. Les femmes disent, ok, girl power, ça veut dire que je porte la culotte dans le foyer, je sors, je rentre le soir, je fais ce que je veux. Ben voilà, tu ne peux pas satisfaire ton homme. Moi j'avais eu ce problème parce que si tu travailles et puis tu rentres à 19h, tu entres à la cuisine. Monsieur lui, il est en train de siffloter là devant sa télévision. Et quand tu finis de cuisiner à 22h, tu t'occupes des enfants, tu sers à manger. Au lit, monsieur va réclamer, tu es fatigué. Mais moi je dis, si j'avais une aide, j'aurais dit, bah, bébé, vas-y, vois celle-là. Le temps pour moi de me reposer. Et il a pris la peine de préciser que sa maman vaquait à ses occupations et monsieur a été obligé de prendre une autre femme. Voilà, moi je trouve pas de problème à ça. Et leur façon de vivre, j'ai apprécié leur polygamie.
Son papa, lui, n'avait pas compris au départ la polygamie. Parce que quand il achetait un pagne et puis il laissait une autre, c'était pas comme ça. La polygamie saine, c'est quoi? Tu vas au marché, tu veux acheter un pagne, tu prends 2 pagnes. Tu rentres, tu dis, tiens. Après, tu dis, tiens, c'est comme ça. Moi, je connais un monsieur, quand il veut changer les 4 voitures de ses femmes, il dit, c'est la Renault. C'est la Renault pour les 4. Même coupe, même marque, il dépose dans chacun. C'est comme ça. Et chacun démarre, elles vont chez elle avec. Pas de problème. D'accord. Monsieur Ali, vous avez vous aussi écouté l'histoire de Valérie. Quelle est votre impression après justement cette histoire? Non, mais ce que je tiens à dire seulement, c'est-à-dire, il nous a expliqué la réalité de son enfance et aussi ce qu'ils ont enduré et le pourquoi le papa a épousé une deuxième femme. Et c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où une femme ne peut pas, c'est-à-dire s'occuper de son foyer, il est normal pour un homme de trouver une autre femme qui peut vraiment tenir la maison. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à l'intervention de Valérie. D'accord. Pasteur Debonnet, justement, vous aussi, en tant que pasteur, je voudrais avoir votre avis, votre impression après justement l'écoute de cette histoire. Bon, ben, à écouter le témoignage de notre frère ici présent, Oui. Enfin, je partage cette compatie avec les souffrances dont ils ont enduré pendant leur enfance due à cet effet de polygamie. Je suis issu d'une famille polygamique. Ah, d'accord. Mon papa était polygame de 2 femmes. Mon grand-père l'était aussi, des 2 côtés, que ce soit maternel ou soit paternel. J'ai grandi dans un environnement culturel polygamique. Je connais des polygames qui ont 11 épouses, 20 épouses. Et le sentiment que j'ai de la polygamie va au-delà de ce que le plaisir, voilà, la quête du plaisir égoïste d'un homme appelé époux. Ça a des conséquences graves sur la psychologie de la femme, des enfants et de la société en général. D'accord. Bibliquement parlant, la Bible a une position mitigée au sujet de la polygamie. Parce que il n'y a pas un texte qui dit de manière claire que la polygamie est proscrite ou qu'elle est interdite à partir des Saintes Écritures. J'aime bien la position de Madame Laurence, qui parle des aptitudes, des capacités de l'homme. J'irai au-delà du pouvoir financier, parce qu'il ne s'agit pas que du pouvoir financier. D'accord. Parce que la Bible dit d'ailleurs que si vous vous sentez apte à prendre plusieurs épouses, pourvu que vous les traitiez de la même façon. Tout à fait. Sauf que il est impossible, humainement parlant, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, de donner le même traitement aux épouses, parce qu'elles sont différentes. Chaque femme se veut unique, a une identité unique, a un background unique, a une façon unique par laquelle il faut la prendre. Si on vous traite tous de la même manière dans la société, personne ne se sentira bien. Donc, ça va au-delà de la capacité financière, parce que pour satisfaire une femme, il faut la connaître. Et le traitement est différent, l'une de l'autre. Au-delà de ça, de ce pouvoir financier, il y a la capacité managériale. Si vous épousez des femmes à volonté, et vous n'êtes pas capable de les gérer, vous aurez une boîte à crabe dans votre famille. Oui, pasteur, mais tout à l'heure, quand Valérie racontait son histoire, il a dit c'est parce qu'en fait, c'est l'incapacité de sa maman
à pouvoir assumer son foyer, qui a poussé son papa à prendre une deuxième femme. Donc ça veut dire que si sa maman était capable, puisque vous parlez de l'égoïsme des hommes, si sa maman gérait bien son foyer, son papa n'aurait jamais pensé à prendre une deuxième femme. Je suis d'accord. Oui. Sauf que comment dire, ce n'est pas une façon unique de gérer ce genre de problème. Le monde est moderne aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de gérer ce genre de situation. On n'est pas obligé d'épouser une deuxième épouse, de prendre une deuxième femme pour régler les problèmes d'indisponibilité de madame par rapport à ses obligations domestiques. D'accord. Aujourd'hui, on a les femmes de ménage qui peuvent donner un coup de main. On a des babysitters qui peuvent donner un coup de main. D'accord. Bref, qui peuvent alléger la tâche de madame en ce qui concerne les tâches domestiques. Pourquoi un homme ne devrait pas son épouse à faire la vaisselle? C'est pas rabaissant ça? Non, au contraire. Qui aime sait. L'autorité symbolise le service, contrairement à ce qui se fait, suivez mon regard. D'accord. Jésus dit, permettez-moi l'expression, quiconque veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Tout à fait. D'accord. Je vais revenir vers M. Ali pour comprendre quelque chose. Monsieur Ali, Oui. est-ce que l'indisponibilité de la femme doit être, par exemple, une raison dans le cas de notre histoire aujourd'hui? Est-ce que l'indisponibilité de la femme doit être une raison valable qui amène un homme à justement prendre une deuxième femme? Oui, bon, voilà, je ne peux pas répondre avec exactitude à votre question. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je me base sur les textes, c'est-à-dire religieuses, Oui. pour vous répondre. Parce que nous, par exemple, les musulmans, dans le Coran, Dieu nous a permis d'épouser 4 femmes, 3 ou 2. Mais de les traiter également, c'est-à-dire de ne pas privilégier une et rabaisser l'autre. D'accord. C'est-à-dire, si vous achetez une chaussure pour une, vous devez l'acheter pour les 4 ou pour les 3 ou pour les 2. C'est-à-dire, c'est selon vos moyens. Est-ce que si vous avez la capacité financière de tenir les 4, épousez 4. Si vous n'avez pas, prenez 2. Donc, si je vous comprends bien, Oui. c'est votre position financière Oui, nettement. qui... Parce qu'il ne faut pas léser un côté et puis privilégier l'autre côté. Mais est-ce que vous pensez Oui. que c'est possible de pouvoir traiter deux personnes de la même manière? Est-ce que c'est possible véritablement? C'est très possible. C'est-à-dire, si on va du côté de la théologie, Oui. parce qu'on demande à l'homme de donner des enseignements religieux à sa femme. Donc, chaque chose a une raison d'être. Ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire par les impressions de quelqu'un qui fait, ce ne sont pas ces impressions qui font marcher le foyer, mais plutôt c'est la loi divine. Il faut expliquer à la femme doit connaître le pourquoi de certaines choses sur le plan, c'est-à-dire spirituel. Si la femme n'a pas de connaissance sur ce côté, c'est-à-dire ça serait très difficile pour un homme de gérer, c'est-à-dire la polygamie. Ça serait très difficile. Est-ce que c'est parce que forcément la femme, je reviens sur ce point, Oui. parce que l'élément déclencheur Oui. de la polygamie dans la famille de Valérie, c'est l'indisponibilité de sa maman. Oui. Est-ce que véritablement l'indisponibilité de la femme doit être véritablement une raison qui pousse un homme à prendre une deuxième femme? Oui, exactement. Ça peut être l'une des raisons. C'est l'une des raisons d'ailleurs. D'accord. Vous voyez, parce qu'il y a par exemple, je peux vous clarifier certaines choses. Il y a des femmes par exemple stériles. Oui. Bon, si vous épousez une femme qui ne fait pas d'enfant, c'est une raison de prendre une deuxième qui peut vous faire d'enfant. Il y a une question qui me traverse Si- l'esprit comme ça, pardon. Oui. Donc, Vous parlez de la stérilité de la Oui, femme. Et si oui. une femme arrive dans le foyer et qu'elle se rend compte que vous, par exemple, l'homme, vous n'êtes pas capable de pouvoir faire des enfants, la loi coranique, c'est ça, permet à la femme d'aller dehors? non, mais c'est-à-dire la femme est libre.
D'accord. de demander le divorce Ok. au même titre que l'homme. Ok. Vous voyez un peu. Donc la femme a des droits, la femme a des devoirs et elle a aussi des droits. D'accord. C'est-à-dire l'homme peut divorcer de la femme aussi peut faire une demande de divorce. Ok. Ça, c'est une logique selon la loi islamique. Donc, comme je vous disais tantôt, si une femme n'est pas disponible à entretenir, c'est-à-dire son ménage, c'est une raison pour l'homme de prendre une deuxième femme. Si la femme est stérile ou la femme est constamment malade, c'est toujours l'une des raisons qui permet, c'est-à-dire à l'homme de prendre une deuxième femme. D'accord. Si aussi la femme et l'homme ne s'entendent plus, le divorce n'est pas la solution. Parce qu'en islam, on déconseille beaucoup le divorce. Donc, s'il n'y a pas l'entente entre la femme méprise l'homme ou la femme ne respecte plus son mari du tout, que de divorcer d'elle, mieux vaut prendre une autre. Peut-être avec le temps, elle peut faire une prise de conscience et se ranger à respecter son mari, son ménage. D'accord. Donc Merci. voilà. Laurence, est-ce qu'avec toute cette histoire, on n'a pas l'impression que la femme, les désirs de la femme sont relayés au second plan? Non, moi je vous ai dit que j'ai une ONG qui lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Et je pense que beaucoup de femmes ne m'ont pas comprise et elles étaient comprises. Elles me disent, attends, comment est-ce que vous pouvez cautionner la polygamie? Comment? Moi, je ne trouve pas un problème. Moi, je dis ceci. De nos jours, beaucoup de femmes ont démissionné de leur rôle. D'accord. Disons-nous la vérité. Moi, depuis que j'ai commencé à discuter avec les hommes et à les écouter aussi, je comprends que les hommes, en fait, ne se dénoncent même pas par rapport aux violences qu'ils subissent parce que toute leur vie, ils ont été étiquetés comme le sexe fort. Ça veut dire que l'homme ne se trouve pas en train de dire que je suis menacé par ma femme dans mon foyer. Il préfère subir, se taire et fermer la bouche. Beaucoup de femmes ont démissionné et je dis ceci. Si tu sens que tu ne peux pas tenir en foyer, autant mieux ne pas te marier. Mais alors ne te plains pas que ton mari prenne une autre femme. De nos jours, je vais vous dire, beaucoup d'hommes disent je suis monogame. J'ai entendu le pasteur dire que voilà, c'est pas normal et toutes ces choses-là et tout. Moi, je dis ceci. Beaucoup d'hommes vont dire ouais, je suis monogame, j'ai une seule femme. Mais officieusement, ils sont polygames. Officieusement, ils sont polygames. Mais ils viennent, ils disent ah, je suis monogame, j'ai signé la monogamie juste parce qu'ils disent j'ai une seule femme. Mais au fond, on sait ce qui se passe derrière. Ils ont des tchisards. Parfois même la tchisa est plus entretenue que la femme de ménage. Faut le dire, hein. J'en connais, j'en ai vu. Des tchisards qui sont mieux traités que la femme à l'intérieur. Donc, selon vous, c'est quoi? Ça ne sert à rien. Je préfère connaître mon adversaire. Je sais qu'ok, voilà mon adversaire. Ok, là, je connais comment est-ce que je vais jouer l'affaire. Au lieu de rester là et ne pas connaître qui se joue de mon homme d'ailleurs, et puis je suis surprise un beau matin. D'autant plus que la législation au Cameroun autorise en fait. Autorise même toutes ces choses-là. En fait, ce soir, on veut comprendre si c'est possible de vivre en paix. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a de plus en plus de guerres après justement la disparition du chef de famille. Heureusement, dans le cas de Valérie, la paix a continué de régner même après la mort du papa, c'est ça? Oui, oui. D'accord. C'est jusqu'à présent, notre aîné et mon grand frère, il est tellement souffrant et c'est la maman qui s'occupe de lui. D'accord. La deuxième femme de votre papa. La deuxième femme. Ok, je vais m'adresser tout de suite au pasteur Debonnet. Il nous a dit que lui aussi, il est issu justement d'une famille, d'un foyer polygame. Son papa était polygame, son grand-père était polygame. Est-ce que la vie en famille était toujours facile? Non, du tout. L'avantage que nous avons eu, je ne sais pas si vous appelez ça avantage, oui. Mon papa est décédé très tôt. Oui. Mais il était officiellement marié avec 2 épouses. D'accord. Et il aimait ces 2 épouses d'ailleurs. Et grandissant avec ces 2 mamans, il était très difficile pour nous de faire la distinction entre les enfants. D'accord. Parce que elles ont été éduquées par leur époux, qui était mon père, à faire des choses ensemble. Elles marchaient ensemble, elles allaient marcher ensemble, elles s'habillaient de la même couleur. Mais au fond,
je peux vous garantir que grandissant, plus jeune, on a l'impression d'une harmonie parfaite. Mais avec l'âge, l'émancipation intellectuelle, on s'en rend compte que c'était une farce. C'était une farce. Permettez-moi de rentrer un tout petit peu dans la culture bantou et de l'Ouest du Cameroun. Les enfants issus d'un ventre, c'est-à-dire d'une femme, sont beaucoup plus rattachés à leur famille maternelle. Donc la famille maternelle a une emprise sur les enfants de leur sœur. Donc, même si la coépouse a de bonnes intentions, sa famille à elle va se rassurer que vous ne voyez pas les choses dans la même manière. Un peu comme dans le cas de Évidemment. Valérie. Évidemment. Et ça va se faire ressentir au fur et à mesure qu'on grandit, D'accord. que les enfants grandissent. Oui. Ce sentiment de rejet va commencer à fissurer la qualité de leur relation. D'accord. Je reviens au galop en disant la solution de l'indisponibilité de la femme, de l'insoumission ou du manque de respect de la femme, à au moins de l'infertilité de la femme n'est pas forcément réglée par la seconde épouse. Je suis de ceux qui prônent l'excellence et qui encouragent chacun à rechercher l'idéal pour lui. D'accord. Il y a une solution à tout. Je crois que la Avant d'arriver aux solutions, Monsieur Ali, Oui, dans l'histoire de Valérie, on a eu la famille de la deuxième épouse oui. qui s'arrangeait à créer les problèmes justement au sein de leur famille. Maintenant, comment gérer justement la belle famille, on va le dire ainsi, dans ce cas? Quelle est la bonne attitude pour la femme qui a accepté une deuxième épouse, malgré elle, bien sûr, bien par sa volonté? Mais comment gérer justement la famille? Non, mais c'est traiter les deux femmes à égalité simplement. Quand tu achètes une... Est-ce que vous pensez que le fait de traiter les deux femmes à égalité peut empêcher les problèmes justement dans le foyer? Nettement, c'est sûr, à 95%. Oui. Si elles sont traitées à égalité, il n'y aura pas de problème. Donc le nœud des problèmes se situe au niveau du matériel. Du moins, pas seulement du matériel, parce que les traités à égalité, par exemple, avec une femme peut passer 2 nuits avec le mari et l'autre passe 1 nuit avec le mari, il n'y a pas équité, par exemple, c'est-à-dire il faut qu'à tous les niveaux, qu'il y ait égalité. D'accord. Oui, si celle-ci fait 2 nuits avec le mari, l'époux, celle-là aussi doit faire 2 nuits avec l'époux, à égalité. Si c'est 1 semaine, c'est 1 semaine. D'accord. C'est comme ça. Et sur le plan matériel, pareil. C'est-à-dire, quand il achète quelque chose pour l'une, il doit acheter aussi pour l'autre. D'accord. Aucune d'elles ne doit pas être lésée. D'accord. Absolument pas. D'accord. Donc, il faut pouvoir traiter les femmes de égalité. façon équitable. Équitable. Nous reviendrons sur ce point, mais avant, nous allons regarder cet élément et après, on va continuer le débat.
Monsieur Ali, ces images, que pensez-vous de ces images? Non, mais pour moi, c'est-à-dire, je trouve ça comme un bon exemple, un modèle. D'accord. Ouais, pour notre société, voilà. Donc on peut faire comme eux. Voilà, c'est-à-dire avoir 2 femmes ou 4. Voilà. Le même jour? Oui, c'est possible, bien sûr. Avant de passer justement à la transition, on parlait des conflits dans la maison. On va revenir sur ces images avec les autres invités. Je voudrais savoir, Monsieur Ali, quand justement les conflits naissent, comment gérer? Parce que les enfants, on dit généralement on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Quand les conflits commencent à naître avec les enfants à la maison, on gère ça comment? Non, mais c'est-à-dire, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas l'idée exacte à émettre, mais tout ce que je peux conseiller, c'est-à-dire, c'est aller du côté théologique, oui. C'est-à-dire, notre Créateur nous a expliqué comment gérer, c'est-à-dire, les femmes. On a éduqué, on a éduqué les enfants, on a enseigné justement la voie coranique. Mais malgré ça, ils continuent de se déchirer. On gère comment concrètement? Non, mais c'est-à-dire, si vraiment les femmes s'arrangent à s'entendre entre elles, moi, je pense que les enfants suivront les exemples de leurs parents, de leur maman. D'accord. Moi, Laurence, vous avez regardé avec nous les images. Votre impression? Moi, cette image, on l'a rattachée beaucoup à moi. Hein, parce que je me rappelle sur les réseaux sociaux, les gens me taguaient Laurence Guédia, viens voir, c'est à cause de toi, c'est toi qui viens avec cette histoire. Et je dis non, parce que de nos jours, les femmes s'attardent sur ce qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire que on laisse le plus important et on va en dire non, je vais être monogame. Je vais prendre un exemple. Entre un monogame qui bat sur sa femme, qui est irresponsable, et un polygame qui est responsable, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de ses femmes, qui est là pour ses femmes, quel est le choix qu'on ferait? On s'attarde sur tout ça. Le plus important, je vais dire aux femmes, excusez-moi de vous le dire, désolé que ça fasse mal, c'est le choix du partenaire qui est important. C'est pas le régime matrimonial. Je m'en contrefiche s'il a 15 femmes. Mais s'il est responsable, s'il peut s'occuper de moi, s'il peut s'occuper de ses enfants, s'il peut envoyer ses enfants à l'école, je ne trouve pas de problème. Maintenant, quand les conflits naissent, quelle est l'attitude? Je vais vous dire une chose. Hein. Voilà pourquoi je dis la polygamie saine. La polygamie saine, c'est quoi? De nos jours, il faudrait que l'homme, avant d'épouser la toute première femme, un homme qui se dit polygame, dès la base, devrait dire à celle qu'il prend comme première femme, je vais être polygame. Tu es partante ou pas? Il ne faudrait pas que ce soit une surprise pour elle. C'est de ça qu'il est question quand je parle de la polygamie saine. Il faudrait que les femmes qui acceptent la polygamie soient à même de supporter, d'accepter et de vivre dans ces conditions-là. Moi, par exemple, je suis un exemple palpable, je le dis, vivre, je n'ai jamais eu de problème à avoir déjà, de vivre avec des enfants qui ne sont pas les miens. Je les aime, j'aime tellement la communauté, j'aime vivre en communauté en fait. Avoir beaucoup d'enfants autour de moi, ça ne me dérange pas, j'aime ça. Ça veut dire qu'il faudrait prendre des femmes qui sont d'abord prédisposées à la polygamie. Ne prends pas une femme qui dans sa tête dit seulement moi. Et puis tu veux lui imposer ça. Ce qui est sûr, elle va créer la zizanie dans ta maison. Ça ne va jamais. Bon, nous sommes déjà là. Le mariage a été consommé, les enfants sont là. Il y a des problèmes. Comment résoudre ces problèmes de façon concrète? Attendez, vous êtes en train de poser la question de savoir. Oui, en fait, non, on n'est pas là pour savoir si c'est possible de le faire. Ok, on est déjà justement dans ce foyer. Il y a des problèmes. Okay. Avec le cas de Valérie, c'est la belle famille de la deuxième, la famille de la deuxième femme qui était la source justement des problèmes. Maintenant, comment en tant que, on va dire en tant que première femme, en tant que l'autre femme, comment justement gérer ce conflit qui est là? Tout part de l'homme. D'accord. Dans un foyer polygamique, c'est l'homme. Alors pourquoi c'est pas... Donc ça veut dire quand il y a un problème dans le foyer, c'est l'homme qui gère mal? Attendez ce que je vous dis. C'est l'homme qui tire les ficelles. D'accord. Dans un foyer polygamie, c'est quoi? C'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi je parle de polygamie saine. Qu'ils viennent se faire enseigner chez moi. Tout part de l'homme. D'accord. L'homme devrait d'abord être capable de pouvoir gérer. Je vais vous dire une chose. Quand un homme a la possibilité de tenir son foyer normalement et bien, quand il a été enseigné
Moi, je crois en Dieu, hein. Je suis une pratiquante, je crois réellement en Dieu. Et je dis ceci, quand un homme a été enseigné, il a la possibilité de mettre les deux femmes au sol, il dit voilà. Je vois, il y a tel souci, il y a tel souci, il y a tel. Toi, parle, elle parle, vas-y, parle. Je ne veux plus entendre ça. Je cherche à savoir qui a tort, qui a raison. Je ne voudrais plus que ça se répète. Mais quand tu commences à dire, ah, c'est toi qui as tort, celle-là se sent déjà mal. Comprenez un peu. C'est pour ça que j'ai aimé quand le pasteur a parlé de management. C'est pas fait pour tout le monde. C'est un peu comme Salomon dans la Bible, c'était le plus sage. Ça veut dire qu'il a pu gérer 700 femmes et 300 concubines. Ça veut dire, au-dessus des 700 qu'il avait, il a encore pris les tchisa. Nous, c'est ça qu'on appelle tchisa. Il faudrait que je dise aux gens qui lisent la Bible, là, moi, je lis ça. C'est ça qu'on appelle tchisa, les 300 du dessus, qu'on dit concubine, là, c'est tchisa. Donc, au-dessus des 700 qu'il avait, il avait 300. Étant très sage, il a su les manager. C'est le management. Si tu es incapable de gérer d'abord une seule femme, tu sors, tu ne peux pas dire où est-ce que tu vas, tu es incapable de gérer un seul foyer. C'est pas un deuxième foyer que tu vas pouvoir faire. Gars, c'est pas fait pour toi. La polygamie, c'est fait pour les hommes sages, les hommes intelligents, qui sont nés avec la sagesse divine là. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà. D'accord. Valérie, quand il y avait les problèmes à la maison, par exemple, comment vous, au niveau des enfants, c'est vrai que vous avez eu, mais comment vous résolvez les problèmes au quotidien? Bon, moi, vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire à ce niveau. Et quand il y avait des problèmes, nous, on ne pouvait pas s'occuper des affaires des grandes personnes. Parfois, on était obligé parfois de quitter, de les laisser entre les parents, gérer leurs problèmes. Bon, nous, on sortait, on voulait jouer, on était de ça. On ne voulait pas s'occuper de ça. D'accord. Pasteur, est-ce que le fait justement d'avoir les conflits à la maison ne peut pas avoir des conséquences sur le mental? C'est vrai que vous avez commencé à parler de ce point, sur le mental des enfants. Évidemment. Permettez-moi de préciser un tout petit peu ma pensée. Oui. Je ne condamne pas des hommes ou des femmes polygames. Mais il n'encourage pas du tout les célibataires à se marier sous origine polygamique. D'accord. Maintenant, si par hasard ils sont retrouvés dans cette situation, Oui. c'est clair qu'il faut trouver des solutions. Oui, justement, c'est le but justement de cette émission. Évidemment. Oui. C'est clair qu'il faut trouver des solutions. La question c'est encore Est-ce que le conflit ne peut pas agir sur le mental des enfants? Évidemment. Évidemment. Vous savez, dans tout environnement conflictuel a forcément des conséquences psychiques. Quand la paix, l'harmonie n'est pas présente dans une famille qui est comment on appelle, la famille est censée être le havre de paix, le fondement sur lequel, l'appui sur lequel on se tient pour se projeter dans la famille, dans la société. Donc si il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie, tout le temps conflit, tout le temps rivalité entre les deux épouses, entre les enfants, je vous garantis que sur le plan scolaire, il y aura des conséquences. Je vous garantis que dans la formation psychologique de l'enfant, il y aura des conséquences quand il va grandir. Je vous garantis que cet environnement, très souvent à 80%, pousse les enfants à ne penser qu'à eux seuls. Ça les rend très souvent égoïstes. Maintenant, comment gérer justement, comment pouvoir aider ces personnes-là à pouvoir à gérer les conflits? Bien évidemment. J'encouragerais les enfants issus de la famille polygamique ou alors des épouses qui sont dans cette situation à croire en Dieu. Parce que Dieu est la garantie, Dieu est le seul secours, le dernier recours quand on a des difficultés. Il faut aller vers Dieu. Et en allant vers Dieu, il nous donnera la sagesse. Il nous donnera la sagesse. Maintenant, vous, en tant que justement un enfant, oui. Parce que là, vous avez plusieurs générations, votre arrière-grand-père. Oui. Quel était votre secret, par exemple? Parlons de vous, et justement, comment aujourd'hui vous vivez avec vos frères consanguins et tout? Comme je l'ai dit, nos parents, nos mamans ont fait le choix de s'entendre. D'accord. Elles ont fait le choix de s'entendre, d'élever leurs enfants ensemble,
quand il y avait à manger dans une maison, tout le monde allait manger. Donc il n'y avait pas de distinction de tel enfant est originaire de, ou alors le fruit de telle maison, etc. Non. Elles ont choisi de s'entendre, elles ont choisi de marcher ensemble, elles ont choisi de régler leurs conflits ensemble, elles ont choisi de se renfermer sur elles contre le reste du monde. Et je crois que c'est ça qui a fait la force de mes deux mamans et qui jusqu'aujourd'hui font le mieux qu'elles puissent faire pour maintenir cette cohésion au sein de nos... Donc ça veut dire pour résoudre les conflits, il faut vraiment cette entente entre les mamans. Mais tant que l'homme est vivant, il a la capacité de régler le problème parce que tout s'élève et se rabaisse selon le leader. Oui. Si le mari a la capacité de gérer, alors il va régler le problème au fur et à mesure. Prenons ce cas. Le cas où la maman ou encore le papa perd le contrôle sur les enfants, où les enfants se déchirent. Justement, comment aider ces enfants à pouvoir se réconcilier? Parce qu'il y a des cas pareils, il y a des cas où, comme votre cas, Valérie et vous, où tout se passait très bien à la maison, où tout le monde mangeait dans le même plat. Mais on a également des cas où c'est la guerre, où on va chez des charlatans pour pouvoir exterminer la vie de l'autre, où vraiment on veut voir l'autre disparaître totalement. Maintenant, comment aider ces personnes-là à sortir de cette phase difficile? Amener Dieu au centre. Il doit être la pierre angulaire. Concrètement, comment? Évidemment, vous savez, quand un cœur craint Dieu, oui, il ne va pas vouloir la mort de l'autre. Oui. Quand vous craignez Dieu, vous n'allez pas vouloir vous accaparer des biens de papa au détriment du reste de la famille. Vous allez avoir un cœur qui partage. Vous allez penser aux autres. Quand vous craignez Dieu, vous n'allez pas cogner les têtes des uns et des autres. Donc la crainte de Dieu est la clé. Donc si vous me demandez en tant que pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour aider une famille polygamique à se réconcilier, je vous dirais que chacun accepte le Seigneur dans sa vie. Tout à fait. Et qu'il décide d'approfondir sa relation avec le Seigneur. Parce que grandissant dans cette communion avec le Père, ils vont fusionner et ne penser qu'à. D'accord. Mais au-delà de ça, oui, quand vous craignez Dieu, vous apprendrez à souffrir, à digérer, à encaisser les coups sans crier. Oui. Vous apprendrez à le faire. Vous apprendrez à supporter un peu de souffrance. Vous apprendrez à tuer votre ego pour ne voir que l'intérêt général. D'accord. Pour ne penser qu'à l'intérêt, à la grande image de la famille qu'il faut préserver. Donc la crainte de Dieu est le secret. Et la base. La base. C'est vrai que je n'ai pas eu votre avis sur les images qui ont défilé. Quel est votre avis sur ces images? Un homme qui épouse quatre femmes et on a vu un autre qui a épousé deux femmes le même jour. Est-ce que c'est pas une façon de chosifier la femme? C'est juste une question comme ça. Hein. Vous connaissez ma position sur cette affaire? Non, justement, peut-être les téléspectateurs veulent également avoir votre avis. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être il faut seulement lire entre les lignes pour comprendre ma position là-dessus, ce que je n'encourage pas ça. En tant que pasteur, je n'encouragerai pas ça. Mais en tant que Bantou, vous avez vécu dans ça et vous êtes un Bantou, vous l'avez dit. C'est pour cette raison que je dis, par expérience, d'accord, oui, ayant grandi dans la famille polygamique, dans un environnement culturel qui prône la polygamie, avec mon expérience de serviteur de Dieu, conseiller auprès des familles victimes des violences ou des conséquences ou le revers de la polygamie. Parce qu'il y a du bon côté, il y a le revers. Donc quand le revers arrive, on gère. Donc je ne peux pas encourager ça. Je ne peux pas. Du tout. Même si, comme je l'ai dit au départ, que bibliquement parlant, la Bible ne dit pas de manière claire non. Et de manière claire oui. Mais là, pasteur, nous sommes déjà, c'est déjà une famille
qu'il y a un monsieur qui a signé polygamie. Ouais. Et il veut savoir comment. C'est ça en fait. On est là, on n'est pas là justement pour tirer, pour dire la polygamie est une mauvaise chose. Non, chacun est libre de choisir son régime matrimonial, puisqu'au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique, la loi autorise justement ce régime matrimonial. Monsieur Ali, Oui. nous tendons déjà vers la fin de cette émission et véritablement cette question me revient. Je veux véritablement comprendre parce que on a eu à voir des enfants qui empoisonnent leurs frères, des femmes qui vont chez des charlatans pour pouvoir finir avec leur rival. Si un monsieur, par exemple, vient vous voir concrètement, là vraiment je veux des paroles assez claires, il vient vous voir, il vous dit, monsieur Ali, à la maison, ça ne va pas. Votre réponse? Ça ne va pas de quel côté? Du côté Ça ne va pas à la maison, c'est la guerre, je n'arrive pas à gérer mes épouses, je n'arrive pas à gérer mes enfants, vraiment, j'arrive plus à rien faire. Quelle sera votre réponse? Non, mais ce que je lui dirais, c'est-à-dire, c'est d'être patient, support, et de traiter, c'est-à-dire tout le monde au même titre, les enfants au même titre. J'ai traité tout le monde au même titre. Oui. J'ai donné des cadeaux. Chacun a 3, la semaine a 7 jours, oui. Chacun a 3 jours et l'autre jour, c'est mon jour à moi. Je ne vais chez personne. Tout est équilibré. Malgré cela, il y a des conflits. Comment faire pour résoudre le problème? C'est compliqué à répondre parce que d'après ce que moi je sais, si quelqu'un est vraiment honnête envers sa femme et ses enfants, le bon Dieu l'accompagne dans ses tâches. D'accord. Ça, moi je sais ça. En tant que musulman, moi je sais que Dieu nous accompagne toujours quand on est honnête. Ça, je le sais. Donc vous lui direz de retourner Ça vers le Seigneur. Ça ne peut même pas arriver. Ça ne peut même pas arriver. Mais c'est quand on a justement eu à voir qui ont été médiatisés, Oui. Justement, le problème, c'était quoi? Par exemple, je veux vous donner un exemple. On a une femme ça fait un truc, peut-être on m'a dit un an, qui a mis le remède dans le repas de son mari parce que son mari avait projeté aller chez sa co-épouse ce jour-là. Elle a mis Aratachobdaï, comme on le dit, dans le repas de son mari et malheureusement, ce monsieur est passé. C'est même un ami, je le connais. D'accord. Je le connais, c'est un ami. Oui. Oui. Maintenant, comment justement gérer ce cas quand on a une femme, par exemple, qu'on n'arrive pas à satisfaire? Quelle est la solution? Moi, ce que je pense, c'est si l'homme essaye tout et qu'il ne parvient pas, c'est-à-dire à maîtriser sa femme, D'accord. c'est-à-dire ce n'est pas une femme indiquée pour lui. D'accord. C'est de se séparer. Et le conflit justement des enfants après le départ des parents, où on se dispute les biens, on se déchire pour les biens et tout, on gère ça comment? Vous connaissez, bon, moi je ne peux pas vous répondre toujours avec exactitude parce que nous les Haoussa, nous avons notre style qui diffère un peu des autres. D'accord. C'est-à-dire notre style est que si quelqu'un a 2 femmes, si celle-ci a un bébé à la main, le jour qu'elle sèvre l'enfant, c'est celle-ci qui prend l'enfant et l'éduque. L'enfant grandit en sachant que c'est celle-ci qui est sa maman, sans connaître que sa vraie maman c'est l'autre. D'accord. Quand celle-ci fait l'enfant aussi, le jour qu'elle sèvre l'enfant, c'est celle-ci qui prend l'enfant et qui suit son éducation, son évolution. Ok. L'enfant peut avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, sans connaître que voici sa maman ou voici sa vraie maman. Moi, par exemple, j'avais été éduqué et élevé par ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'est une jumelle. Sa sœur jumelle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas fait d'enfant. Bon, quand on m'avait, c'est vrai, c'est elle qui m'avait élevé. C'est à 11 ans que je suis que ce n'était pas ma mère. Mais quand j'étais enfant, je croyais que c'était ma maman. D'accord. C'est à 11 ans d'âge que je connais ma maman. Donc nous, les Haoussa, on a ce style pour créer, c'est-à-dire la paix, l'harmonie dans la famille et puis l'intérêt de la famille, sauver l'intérêt de la famille aussi.
C'est vrai qu'il ne nous reste plus assez de temps. Oui, pasteur, c'est vrai que vous demandez la parole, mais vous allez aller très rapidement parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je le disais tantôt que prêter les épouses à part égale ne règle pas tout. D'accord. D'accord. Pareil que vous insistez. Oui, j'insiste là-dessus parce que je connais un petit peu la psychologie de l'homme, en particulier de la femme. Ok. Vous avez beau répartir le nombre de semaines à part égale, répartir votre salaire à part égale, mais il y a aussi la notion de l'équité. Ça veut dire traiter avec chaque épouse en fonction de ses besoins à elle. Vous allez aller rapidement. De ses besoins à elle. Vous savez, vous pouvez être on le dit au quartier, fort aux fesses aujourd'hui. D'accord? Et demain, face à l'autre, vous êtes incapable de la satisfaire. Et ça crée des conflits. Et ça crée des conflits. Oui. Ça crée des conflits. Donc, au-delà de l'égalité, il faut toucher le plan de l'équité. D'accord. Ça veut dire traiter avec chaque épouse en fonction de ses besoins, de ses réalités. D'accord. On va faire un dernier tour. Monsieur Ali, nous vous remercions vraiment d'avoir accepté cette invitation. Votre mot de fin pour pouvoir aider toutes ces familles qui ont choisi de vivre justement dans la polygamie. Moi, ce que je dirais, c'est de ne pas à côté aller, c'est-à-dire dans chaque chose, il y a le positif et le négatif. Oui. Il ne faut pas aller du côté négatif. Il faut rayer carrément, c'est-à-dire le négatif. Aller toujours du côté positif. Il faut avoir, c'est-à-dire cette mentalité. Okay. Voilà ce que je demande, c'est-à-dire au couple polygame. Merci, merci une fois de plus. Laurence Nguedia, merci d'avoir accepté votre mot de fin pour pouvoir aider ces femmes-là qui vivent justement dans la polygamie à pouvoir bien gérer leur foyer, à pouvoir créer le bonheur dans la maison, puisque vous êtes pour la polygamie. Ouais, vous encouragez d'ailleurs. Je l'encourage. Je suis d'ailleurs en voie d'être ambassadrice de la polygamie en Afrique. Les choses sont en train de se faire. Et je continue à dire ceci. J'ai aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure quand il parlait de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on aime son prochain comme soi-même. C'est la base de toute chose. C'est pour ça que j'ai ce cœur-là de pouvoir aimer et vivre en communauté. Parce que naturellement, je crains Dieu. Et j'ai ce Dieu en moi. En tant qu'imitateur de Dieu, le pasteur ne fait que dire qu'on ne peut pas aimer si Dieu nous aime de la même façon. À plus forte raison, un homme avec ses femmes. C'est possible. Tout est possible. Donc je dis aux gens, il faut mettre Dieu au sein de votre foyer et prendre des femmes qui ont la crainte de Dieu. Quand une femme craint Dieu, elle ne peut pas empoisonner sa épouse. Elle ne peut pas empoisonner son mari. Elle ne peut pas empoisonner l'enfant de sa épouse. Ça, c'est impossible. D'accord. Pasteur Desbonnets, votre mot de fin? Craignons Dieu. Oui. Mettons-le au centre de notre vie, au centre de notre famille, au centre de tout. Oui. Et cela va permettre de résoudre, de pouvoir vivre harmonieusement. Ouais. C'est la seule chose. La garantie. C'est la garantie, c'est Dieu. Valérie, nous vous remercions vraiment d'avoir partagé votre histoire avec nous. Si vous aviez un mot, ce sera lequel? Je dirais aux enfants qui sont dans la famille polygamie, donc ne pas trop s'attacher aux problèmes des parents. Ils doivent toujours être unis pour pouvoir prospérer ensemble. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, juste pour sortir. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à vivre comme votre papa, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes? Juste pour sortir rapidement comme ça. Mais là, c'est pas forcément. Mais si elle me pousse à le faire, je peux le faire comme on veut. D'accord. Donc, vous allez, si votre femme agit un peu comme votre maman, certainement vous allez prendre une deuxième femme. Et si la deuxième femme fait pareil, vous allez prendre une autre femme. Même si elle fait pareil, même si c'est 20 encore. Mais pour mesure de sécurité quand même, on ne sait jamais.
peut toujours signer la polygamie et rester toujours avec la femme qu'on est. Ah, d'accord. Donc vous pouvez signer et puis ne pas prendre Oui, comme mon papa l'a fait, il a signé polygamie, mais il n'a jamais pris une autre femme. une autre femme. Donc voilà, moi je ne trouve pas de problème à ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et je vous remercie pour votre attention. Je remercie également mon panel. J'étais accompagnée ce soir de Valérie qui nous a conté son histoire. Également, j'étais avec Laurence Nguedia qui est chef d'entreprise, Monsieur Ali Sani, également chef d'entreprise, et le pasteur Débonnaire. Une fois de plus, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Nos programmes sont en continu sur notre page Facebook et sur toutes les plateformes médias, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de confession et les programmes sont en continu. Au revoir.